Le soleil de plomb martelait les plaines arides de l'ouest, transformant l'horizon en une fournaise vacillante. Clara Dumont avançait péniblement, trébuchant à chaque pas. Sa robe de voyage, jadis d'un bleu profond, n'était plus qu'un haillon couvert de poussière ocre. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'une tempête soudaine et violente l'avait séparée de son convoi. Ses lèvres étaient gercées, sa gorge n'était plus qu'un tuyau brûlant, et la faim, qui l'avait d'abord torturée, avait laissé place à un vide sourd qui la consumait de l'intérieur. « Juste, encore un peu », murmura-t-elle pour elle-même, bien qu'elle n'ait aucune idée de sa destination. Les montagnes lointaines semblaient reculer à mesure qu'elle avançait, indifférente à son calvaire qui durait depuis une éternité. Fille d'un riche négociant de Saint-Louis, Clara avait grandi dans le confort, rêvant d'une nouvelle vie dans les territoires de l'Oregon. Aujourd'hui, à 22 ans, seule dans cette immensité hostile, elle craignait de ne jamais revoir les siens. Le chariot bâché avait été son dernier lien avec la civilisation. Désormais, la nature sauvage s'étendait devant elle, infinie et impitoyable. Elle serra sa gourde, la secouant d'une main tremblante. Pas une goutte. Sa vision se brouilla alors qu'elle forçait son corps à faire un pas de plus, puis un autre. La terre autour d'elle semblait onduler sous la chaleur, jouant des tours cruels à son esprit vacillant. Était-ce de l'eau là-bas, ou simplement un autre mirage ? « Mère, père », souffla-t-elle, ses pensées se fragmentant. « Je suis désolée. » Lorsque le soleil atteignit son zénith, les jambes de Clara cédèrent. Elle s'effondra sur le sol dur et brûlant, ses forces définitivement épuisées. Alors que la conscience commençait à lui échapper, elle crut percevoir le martèlement rythmé de sabots approchant. Une hallucination sans doute. Une dernière plaisanterie macabre de son esprit mourant. À travers ses paupières mi-closes, elle vit une silhouette émerger des ondes de chaleur. Un cavalier, large d'épaules, se découpant en contre-jour face à l'astre solaire. L'homme mit pied à terre avec une grâce féline et s'approcha d'elle à pas prudents. « De l'eau ?» réussit-elle à articuler avant que les ténèbres ne l'emportent. Lorsque Clara rouvrit les yeux, le monde tanguait. Elle réalisa qu'elle était en mouvement. Des bras puissants la tenaient fermement, bercée contre un torse qui sentait le cuir, la sauge et le vent des plaines. Elle tenta de parler, mais seul un gémissement faible franchit ses lèvres. « Reste calme », fit une voix grave, au ton ferme mais dénué de méchanceté. « Tu es en sécurité. » Clara entrevit les traits de son sauveur, une peau cuivrée, des pommettes saillantes et de longs cheveux noirs ornés d'une plume de rapace. Un guerrier des plaines. La terreur et la gratitude se livrèrent bataille dans son corps affaibli, mais elle n'avait aucune force pour résister alors qu'il la maintenait sur sa monture, assis derrière elle. « Le camp de mon peuple n'est pas loin, dit-il, un bras sécurisant sa taille tandis qu'il guidait le cheval. Tu auras de l'eau et de la nourriture là-bas. » « Pourquoi m'aider ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Un long silence s'installa avant qu'il ne réponde. « Le grand esprit t'a placé sur mon chemin. Je ne pouvais pas te laisser mourir. » Tandis qu'il traversait les grandes étendues, Clara sombrait par intermittence dans l'inconscience, seulement consciente du rythme régulier du cheval et de la présence protectrice du guerrier. Dans son délire, elle se demanda si elle n'avait pas réellement péri sous ce soleil brutal, et si cet étrange voyage n'était pas son passage vers l'au-delà. Le guerrier parla de nouveau, ses mots portés par le vent chaud. « On m'appelle Vent d'Ouest. Et toi, femme au visage pâle, quel nom portes-tu ?»« Clara, murmura-t-elle. Clara Dumont. »« Clara, répéta-t-il lentement, la sonorité étrangère sur sa langue. Repose-toi, Clara, le voyage n'est pas fini. » Alors que le soleil entamait sa descente vers l'horizon pourpre, Clara aperçut des filets de fumée s'élevant au loin. Le campement. Un lieu où aucune femme de son monde n'était probablement jamais entrée de son plein gré. La peur lui serra le cœur, mais dans son état, elle ne pouvait que s'en remettre au destin qui l'attendait parmi le peuple de Vent d'Ouest. Le campement bourdonnait d'activité lorsque le guerrier arriva avec la jeune femme affaissée contre lui. Les femmes s'interrompirent dans leur labeur. Les enfants écarquillèrent les yeux, et les hommes portèrent instinctivement la main à leurs armes à la vue de l'étrangère. Au centre du cercle, Vent d'Ouest descendit de cheval d'un mouvement fluide,
puis souleva Clara avec précaution. Elle se mourait sur la plaine, annonça-t-il dans sa langue natale. Le soleil et la faim l'avaient presque prise. Un homme âgé, au visage sculpté par les années, s'avança. Sage Corbeau, l'ancien de la tribu, observa Clara avec un mélange de suspicion et de curiosité. « Pourquoi amener le trouble dans notre camp ?» demanda-t-il sévèrement. « Les visages pâles viendront la chercher. » « Elle était seule, » répliqua Vent d'Ouest. « Aucune trace d'autre personne à proximité. Les esprits m'ont guidé vers elle pour une raison. » Sage Corbeau fronça les sourcils, mais fit un signe de tête vers un tipi proche. « Emmène-la là-bas. Fleur de Lune s'occupera d'elle. » Vent d'Ouest porta Clara vers l'abri indiqué, où une jeune femme s'empressa d'étaler des peaux fraîches sur le sol. Fleur de Lune, sa sœur, avait toujours eu l'âme d'une guérisseuse. Elle se mit immédiatement à l'ouvrage, portant une outre d'eau aux lèvres sèches de Clara. « Bois doucement », instruisit Fleur de Lune dans un dialecte approximatif, soutenant la tête de l'étrangère. « Trop à la fois te rendra malade. » Clara avala l'eau avec une reconnaissance éperdue. Chaque goutte la rapprochait de la lucidité. Alors que ses sens s'éclaircissaient, la réalité de sa situation la frappa de plein fouet. Elle se trouvait au cœur d'un territoire hostile, entourée de gens que les récits de son enfance peignaient comme des ennemis mortels. « Merci », chuchota Clara, la voix encore faible. « Vous m'avez sauvé la vie. » Vent d'Ouest resta à l'entrée du tipi, son expression indéchiffrable. « Repose-toi. Quand tu auras repris des forces, nous parlerons. » Au cours des 2 jours suivants, Clara recouvra lentement sa vigueur sous les soins attentifs de Fleur de Lune. La jeune femme lui apporta des bouillons nourrissants, de l'eau fraîche, et l'aida même à nettoyer sa peau couverte de poussière. Bien qu'elles partageassent peu de mots, un lien fragile se tissa entre elles. Le 3e matin, Clara se sentit assez forte pour s'asseoir seule. Fleur de Lune lui apporta une robe simple, en peau de daim souple. « Tes vêtements, dit-elle en désignant la robe déchirée de Clara. Plus bon, mais ça. » Clara hésita avant d'accepter le vêtement. « C'est magnifique, merci. » Après s'être changée, Clara s'aventura hors du tipi pour la première fois. Le camp était plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé, avec des dizaines d'habitations disposées en cercle. Des enfants jouaient, des femmes s'affairaient à diverses tâches, et des guerriers s'occupaient de leurs chevaux. Beaucoup s'arrêtèrent pour la dévisager, certains avec une hostilité ouverte, d'autres avec une simple curiosité. Vent d'Ouest s'approcha, tenant son cheval par la bride. « Tu es plus forte » observa-t-il. « Oui, grâce à vous et à Fleur de Lune » répondit Clara. « Je vous dois la vie. Marche avec moi » dit-il, non comme une requête, mais comme un ordre. Clara le suivit jusqu'à la lisière du camp, d'où il pouvait contempler les vastes plaines qu'elle avait failli ne jamais traverser. « Pourquoi étais-tu seule » demanda Vent d'Ouest. « Aucune femme blanche ne voyage sur ces terres sans protection. » Clara raconta l'histoire du convoi, la tempête, et comment elle s'était retrouvée isolée. Il se dirigeait vers l'Oregon. Mon père a arrangé mon mariage avec un homme là-bas, un partenaire commercial que je n'ai jamais rencontré. L'expression de Vent d'Ouest se durcit imperceptiblement. Ainsi, tu es promise à un autre. Ce n'était pas mon choix, admit Clara, mais c'est mon devoir. Parmi mon peuple, une femme a son mot à dire sur celui avec qui elle s'unit, dit-il. Après un moment de silence, il ajouta « Tu ne peux pas rester ici éternellement. Quand tu seras totalement rétabli, je t'aiderai à retrouver les tiens. » Clara ressentit un pincement inattendu à ces mots. Malgré sa peur initiale, il y avait quelque chose dans ce lieu, chez ces gens, qui l'appelaient étrangement. « Et s'ils ont déjà continué vers l'ouest ?» demanda-t-elle. Le chef du convoi disait qu'il ne pouvait pas se permettre de retard. « Alors je te conduirai à la colonie la plus proche » répondit Vent d'Ouest. « Mais c'est à plusieurs jours de cheval d'ici. » Alors qu'ils revenaient vers le centre du camp, Clara remarqua plusieurs guerriers qui les observaient attentivement, le visage fermé. L'un d'eux en particulier, un homme grand, portant une cicatrice traversant sa joue, s'approcha de Vent d'Ouest et lui parla rapidement dans leur langue. Bien qu'elle ne pût comprendre les mots, la tension était palpable. « Qu'a-t-il dit ?» demanda Clara une fois l'homme parti d'un pas rageur. La mâchoire de Vent d'Ouest se contracta. « C'est Coyote Rauque. Il croit que tu es une espionne ou que tu attireras les soldats vers notre camp. Il dit que j'ai mis tout le monde en danger en t'amenant ici. Je ne ferai jamais une chose pareille. »« Je le sais, » l'interrompit Vent d'Ouest. « Mais tu dois comprendre. Sa famille a été tuée par des soldats il y a 2 étés. Sa haine est profonde. »
Clara frissonna malgré la chaleur du jour. Sont-ils nombreux à penser comme lui? Quelques-uns, admit-il. Mais Sage Corbeau t'a accordé sa protection tant que tu es ici. Tu ne crains rien. Alors que le soleil commençait à décliner, teintant le ciel de nuances violettes et orangées, le camp se rassembla autour du grand feu central pour le repas du soir. Clara s'assit aux côtés de Fleur de Lune, douloureusement consciente des regards qui convergeaient vers elle. Certains n'étaient qu'empreints de curiosité, mais d'autres brûlaient d'une hostilité manifeste. Jamais elle ne s'était sentie aussi étrangère, et pourtant, paradoxalement, elle ne se sentait pas totalement rejetée. Vent d'Ouest prit place face à elle, traduisant parfois les bribes de conversation ou expliquant discrètement certaines coutumes. Lorsque le repas fut terminé, une vieille femme entama un chant, sa voix s'élevant et retombant en une mélodie envoûtante, différente de tout ce que Clara avait pu entendre dans les salons de Saint-Louis. « Elle chante le grand mystère », expliqua Vent d'Ouest à voix basse. « Elle raconte le temps où tous les hommes ne formaient qu'une seule tribu avant d'être dispersés par les vents. » Clara écoutait, hypnotisée par cette complainte ancestrale. À cet instant, sous la vaste voûte étoilée, entourée de ceux qui auraient dû être ses ennemis mortels, elle sentit quelque chose s'éveiller en elle. Un sentiment d'appartenance inattendu, une connexion viscérale qu'elle n'avait jamais ressentie dans la société rigide de sa ville natale. « C'est magnifique », chuchota-t-elle. Les yeux sombres de Vent d'Ouest croisèrent les siens à travers les flammes dansantes. « Oui », répondit-il simplement. « Ça l'est. » Une semaine s'écoula, et Clara se surprit à s'adapter à la vie du camp avec une aisance déconcertante. Fleur de Lune avait pris l'initiative de lui enseigner leur langue, et Clara se révélait être une élève rapide. En retour, elle participait aux tâches quotidiennes, préparation des repas, tannage des peaux et cueillette des herbes médicinales. « Tes mains perdent leur douceur de lys », remarqua Fleur de Lune un après-midi alors qu'elles travaillaient ensemble, une pointe d'amusement dans la voix. Clara examina ses paumes, désormais calleuses et tachées par le labeur. À Saint-Louis, les mains douces d'une dame étaient le signe indiscutable d'une bonne éducation. Ma mère serait horrifiée. Ici, les mains d'une femme témoignent de sa force, répliqua Fleur de Lune en lui montrant comment racler correctement une peau de daim. Ta vie d'avant te manque-t-elle? La question marqua un temps d'arrêt pour Clara. Regrettait-elle les corsets étouffants, les obligations sociales interminables, le mariage imminent avec un inconnu? Ma famille me manque, finit-elle par répondre. Mais le reste, non, pas vraiment. Plus tard ce jour-là, Vent d'Ouest invita Clara à l'accompagner jusqu'à un ruisseau voisin. Ils montèrent tous deux sur son cheval, Clara assise derrière lui, ses bras encerclant timidement sa taille. La proximité physique fit battre son cœur d'une manière qui l'alarmait autant qu'elle l'exaltait. Arrivé près de l'eau vive, Vent d'Ouest mit pied à terre et l'aida à descendre, ses mains s'attardant à sa taille un instant de trop. Il se racla la gorge et recula d'un pas. « Je t'ai amené ici car nous devons parler, » dit-il, le visage grave. « Dans 3 jours, un groupe de commerçants partira pour les comptoirs de l'Est. Tu devrais partir avec eux. » Clara sentit son estomac se nouer. « Si tôt ?»« Ce n'est pas sûr pour toi ici, » expliqua le guerrier. « Coyote Rock et ses partisans sont de plus en plus agités. Il est persuadé que ta présence attirera le malheur sur notre peuple. » « Et vous, que croyez-vous » demanda Clara en soutenant son regard. Vent d'Ouest détourna les yeux vers l'eau courante. « Je crois que tu as changé quelque chose dans ce camp. Et en moi. » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Mais je sais aussi que nos mondes sont trop différents. Tu appartiens au tien. » Et si je ne voulais pas repartir? Les mots s'étaient échappés avant que Clara ne puisse en mesurer les conséquences. Le regard noir de Vent d'Ouest revint se planter dans le sien, scrutant son visage. « Tu parles sans réfléchir. La vie d'une femme des plaines est dure, bien plus dure que tout ce que tu as connu. »« Vous ignorez ce que j'ai connu, » rétorqua Clara, surprise par sa propre audace. « Être marchandée comme du bétail pour un arrangement commercial, n'avoir aucune voix, aucun choix quant à mon propre avenir. »« Et tu penses que tu aurais plus de choix ici ?» la défia Vent d'Ouest. « Tu resterais toujours la femme blanche, jamais pleinement acceptée par tous. »« Mais je vous aurai, vous, » dit doucement Clara, la vérité de ses sentiments lui apparaissant enfin clairement. « Et Fleur de Lune,
J'ai trouvé plus de liens sincères ici en une semaine qu'en 22 ans à Saint-Louis. Vent d'ouest s'approcha, l'expression intense. Clara, un cri soudain venant de la direction du camp interrompit ce qu'ils s'apprêtaient à dire. Ils se tournèrent pour voir un cavalier approcher au grand galop. Quelque chose ne va pas, dit Vent d'ouest en aidant rapidement Clara à remonter en selle avant de grimper derrière elle. Ils chevauchèrent à bride abattue jusqu'au campement où régnait une effervescence inquiétante. Sage Corbeau vint à leur rencontre dès leur arrivée. « Des soldats », annonça-t-il sombrement. « Une patrouille a été repérée, se dirigeant par ici. Ils suivent la rivière. »« Combien » demanda Vent d'ouest, son corps tendu contre le dos de Clara. « Une vingtaine, peut-être plus, avec un pisteur. » Le sang de Clara se glaça. « Ils ne peuvent pas me chercher. Personne ne sait que je suis vivante. »« Peut-être pas, » concéda Sage Corbeau. « Mais ils te trouveront s'ils viennent ici, et ils supposeront que tu as été enlevé contre ton gré. »« Je leur dirai la vérité, » insista Clara, « que vous m'avez sauvé, soigné. » Vent d'ouest échangea un regard lourd de sens avec l'ancien. « Ils ne te croiront pas. Ils ne verront que ce qu'ils s'attendent d'avoir, une femme blanche, captive des sauvages. » Le camp se mobilisa avec une rapidité stupéfiante. Les guerriers préparaient leurs armes, tandis que les femmes rassemblaient les biens essentiels. Vent d'ouest expliqua qu'ils allaient se diviser en 3 groupes pour rendre la tâche des pisteurs plus difficile. « Je viens avec vous », déclara Clara, sa décision prise. Vent d'ouest secoua la tête. « Non, tu dois retourner vers ton peuple. »« Je refuse d'être la cause du malheur de ce camp, » argumenta-t-elle. « Si je vais voir les soldats et que j'explique, ils t'utiliseront pour justifier leur attaque, » l'interrompit-il durement. « Ils cherchent des raisons pour nous repousser plus loin à l'ouest, loin de nos terres de chasse ancestrales. » Coyote Rauque s'approcha, parlant avec véhémence dans leur langue natale. Bien que Clara ne comprît pas chaque mot, le sens était clair à voir les regards haineux qu'il lui lançait. « Qu'a-t-il dit » demanda-t-elle quand il se fut éloigné. La mâchoire de Vent d'ouest se crispa. « Il dit que c'est ton œuvre, que tu as envoyé des signaux, guidant les soldats jusqu'à nous. C'est absurde, comment aurais-je pu ?»« Je le sais, » dit Vent d'ouest en posant une main rassurante sur son bras. « Mais d'autres pourraient le croire si les soldats arrivent tant que tu es parmi nous. » Clara sentit des larmes de frustration lui monter aux yeux. « Que voulez-vous que je fasse ?» Après un moment de lutte intérieure, Vent d'ouest prit sa décision. « Je vais t'emmener à mi-chemin de la position des soldats. Tu leur diras que tu t'es échappé d'une autre tribu, pas la nôtre. Dis que tu étais retenu par des pillards Arapaho vers le nord. Vous voulez que je mente ? Je veux que tu vives, dit-il avec ferveur, et je veux que mon peuple survive. C'est la seule voie. » Tandis que le camp était démonté autour d'eux, Clara aida Fleur de Lune à empaqueter ses affaires. La jeune femme, devenue son amie, glissa une petite bourse perlée dans sa main. « Pour te protéger, dit Fleur de Lune en refoulant ses larmes, souviens-toi de nous. Je ne vous oublierai jamais, promit Clara en l'étreignant. Au crépuscule, Vent d'ouest guida Clara loin du camp qui se dispersait. Ils chevauchèrent en silence jusqu'à atteindre une crête surplombant une vallée où des feux de camp lointains trahissaient la position des soldats. « Leur campement est là, indiqua Vent d'ouest. Au matin, ils longeront la rivière. Attends ici jusqu'à l'aube, puis descends vers eux. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. » Clara hocha la tête, la gorge serrée par les pleurs qu'elle retenait. « Est-ce que je vous reverrai un jour ?» L'expression de Vent d'ouest était illisible dans l'obscurité grandissante. Nos chemins se sont croisés une fois par la volonté du grand mystère. Peut-être se croiseront-ils à nouveau. Il mit pied à terre et l'aida à descendre pour ce qu'ils savaient tous deux être peut-être la dernière fois. Ils restèrent proches l'un de l'autre, aucun ne voulant être le premier à s'éloigner. « Vent d'ouest, » murmura Clara. « Il la fit taire en posant doucement un doigt sur ses lèvres. Certains mots, une fois prononcés, ne peuvent être repris. Après une hésitation, il se pencha et pressa son front contre le sien, un geste intime qui valait tous les discours. « Que les esprits veillent sur toi, Clara Dumont. » Puis, avant qu'elle ne puisse répondre, il remonta en selle et s'éloigna au galop, se fondant dans la nuit. Clara le regarda jusqu'à ne plus pouvoir distinguer sa silhouette des ténèbres, serrant le présent de Fleur de Lune contre son cœur. Le camp des soldats s'éveilla alors que l'aube se levait sur les plaines. Clara avait passé la nuit blottie sous un surplomb rocheux, répétant l'histoire que Vent d'ouest lui avait demandé de raconter.
Son cœur était plus lourd qu'il ne l'avait jamais été, déchiré entre deux mondes, celui familier dans lequel elle allait rentrer et celui qui, en si peu de temps, était devenu son véritable foyer. Alors que la patrouille matinale se mettait en mouvement, Clara rassembla son courage et entama sa descente. Un jeune éclaireur l'aperçut le premier, levant son fusil par réflexe avant de réaliser qu'elle ne représentait aucune menace. « Bon Dieu, c'est une femme blanche !» cria-t-il en éperonant son cheval vers elle. En quelques minutes, Clara se retrouva encerclée par des hommes en uniforme bleu, leurs expressions oscillant entre le choc, la suspicion et le soulagement. « Mademoiselle, êtes-vous blessée ?» s'enquit un officier qui se présenta sous le nom de lieutenant Henri Delacroix. « Comment vous êtes-vous retrouvée seule ici ?» Clara répéta l'histoire qu'elle et Vent d'Ouest avaient tissée ensemble. Séparée de son convoi lors de la tempête de sable, elle aurait été capturée par des pillards Arapaho et serait parvenue à s'enfuir à la faveur de la nuit. Elle décrivit un campement imaginaire, loin au nord, espérant détourner l'attention de la patrouille de la direction réelle prise par son sauveur. « Vous avez une chance inouïe d'être en vie, mademoiselle Dumont, » dit le lieutenant en lui tendant sa gourde. « Nous allons vous escorter jusqu'au fort Bellevue. Il y a un comptoir à proximité où vous pourrez vous reposer avant de décider de la suite. » Alors qu'il chevauchait vers le fort, Clara apprit que son convoi avait effectivement poursuivi sa route vers l'ouest après l'avoir cherché pendant 2 jours. « Le chef de convoi a signalé votre disparition au poste de traite suivant, » expliqua l'officier. « Mais pour être franc, personne ne s'attendait à vous retrouver vivante. »« Depuis combien de temps suis-je portée disparue ?» demanda Clara, réalisant qu'elle avait perdu toute notion du temps. « Près de 3 semaines, mademoiselle. » 3 semaines. Cela lui semblait à la fois une éternité et un simple battement de cils depuis que Vent d'Ouest l'avait trouvée mourante sur la plaine. En ce court laps de temps, tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même et sur ce peuple qu'on lui avait appris à craindre avait irrévocablement changé. Au fort Bellevue, on attribua à Clara une petite chambre dans la résidence du commandant. L'épouse de ce dernier, Madame Céleste Toussaint, lui fournit des vêtements décents et écouta avec compassion son récit falsifié de capture et d'évasion. « Pauvre enfant !» gloussa Madame Toussaint en versant le thé. « Pensez que vous étiez à la merci de ces sauvages. C'est un miracle que vous soyez saine et sauve. » Clara se mordit la langue, luttant contre l'envie impérieuse de défendre ceux qui ne lui avaient montré que bonté. Au lieu de cela, elle demanda « Que va-t-il se passer maintenant ?»« Eh bien, nous avons envoyé un message au poste télégraphique le plus proche. Si votre famille a laissé une adresse, vous serez bientôt réunis. En attendant, vous êtes la bienvenue ici. » Ce soir-là, seule dans sa chambre, Clara ouvrit la petite bourse perlée que Fleur de Lune lui avait donnée. À l'intérieur se trouvait un pendentif en bois délicatement sculpté, un aigle prenant son essor, monté sur un lien de cuir. Les doigts tremblants, elle le noua autour de son cou, le dissimulant sous sa robe d'emprunt pour qu'il repose contre son cœur. Une semaine s'écoula au fort, durant laquelle Clara fut traitée avec un mélange de curiosité et de pitié. Pour s'occuper, elle aidait Madame Toussaint aux tâches ménagères, tout en écoutant attentivement les conversations des soldats. Il n'y avait aucune trace de la tribu qu'il traquait. Vent d'Ouest et son peuple s'étaient évanouis dans ce vaste paysage qu'il connaissait si intimement. 10 jours après son arrivée, un visiteur se présenta. Maître Renard, le représentant de son futur époux, envoyé pour l'escorter jusqu'en Californie. « Monsieur Lefebvre a été très affligé d'apprendre votre épreuve, mademoiselle Dumont », expliqua Renard lors du dîner. « Il m'a donné instruction d'assurer votre passage en toute sécurité jusqu'à San Francisco, où il vous attend. » Clara opina poliment, bien qu'intérieurement elle se révoltât à l'idée de poursuivre ce voyage pour épouser un étranger. Comment pouvait-elle expliquer à cet homme d'affaires rigide que son cœur appartenait désormais à un guerrier des plaines ? Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Clara se glissa hors de la maison et rejoignit les remparts du fort. Grimpant les marches de la tour de guet, elle contempla les plaines baignées de lune, se demandant où pouvait bien être Vent d'Ouest. Pensait-il à elle, lui aussi ? « Mademoiselle Dumont ?» La voix du lieutenant Delacroix la tira de sa rêverie en sursaut. « Il est bien tard pour se promener. »« Je ne pouvais pas dormir, » admit-elle. « Je ne cesse de repenser à tout ce qui s'est passé. » Le lieutenant l'étudia avec une perspicacité inattendue. « Votre histoire ne tient pas tout à fait debout, vous savez. » Le cœur de Clara s'emballa. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Les Arapaho n'ont pas été signalés dans la zone que vous avez décrite.
Et ce pendentif que vous touchez sans cesse. Il fit un signe de tête vers son décolleté, où sa main s'était inconsciemment posée sur le cadeau de fleurs de lune. C'est un artisanat bien spécifique, pas celui des pillards du Nord. Clara garda le silence, incertaine de la réponse à donner. Le lieutenant soupira. « Je ne vous presserai pas pour obtenir la vérité, mademoiselle. Je suis sur la frontière depuis assez longtemps pour savoir que les choses ne sont pas toujours aussi simples que l'armée voudrait le croire. Mais je vous conseille la prudence quant à ce que vous partagez avec d'autres. »« Merci, » chuchota-t-elle, reconnaissante pour cette compréhension inespérée. Le lendemain matin, la décision de Clara était prise. Lorsque maître Renard vint confirmer leur plan de départ, elle l'accueillit avec une résolution calme. « Je crains de ne pas poursuivre vers la Californie. Maître Renard, je vous prie de transmettre mes excuses à Monsieur Lefebvre, mais les circonstances ont changé. » La stupeur de Renard était évidente. « Mais, mademoiselle, les arrangements de votre père... »« Mon père a arrangé un mariage en croyant agir dans mon intérêt, » l'interrompit doucement Clara. « Mais je ne suis plus la femme qui a quitté Saint-Louis. Dites-lui que je suis en sécurité et en bonne santé, mais je dois suivre un chemin différent désormais. » Malgré les protestations de Renard et la confusion de Madame Toussaint, Clara tint bon. Lorsque l'homme de loi partit pour la Californie 2 jours plus tard, elle resta au Fort Bellevue, ayant obtenu un poste d'assistante auprès de l'institutrice du fort. « Vous comprenez que c'est tout à fait irrégulier, » avait dit le commandant Toussaint lorsqu'elle avait proposé cet arrangement. « Une jeune dame de votre rang choisissant de rester dans un fort frontalier. »« Je comprends parfaitement, » avait répondu Clara avec une confiance nouvelle. « Mais la frontière est ma place désormais. » Dans les mois qui suivirent, Clara devint un membre apprécié de la communauté du fort. Elle instruisait les enfants des soldats et commença à apprendre les dialectes et coutumes locales auprès des trappeurs amicaux de passage. En privé, elle consignait tout ce dont elle se souvenait de son temps avec le peuple de Vent d'Ouest, déterminée à ce que leur sagesse ne soit pas perdue. Puis, par un matin d'automne vif et clair, un marchand arriva avec une nouvelle qui fit bondir son cœur. « Il y a un brave qui pose des questions sur une femme blanche, » lui glissa-t-il discrètement. « Il se fait appeler Vent d'Ouest. Il dit qu'il a quelque chose qui lui appartient. » Clara put à peine contenir son émotion. « Où ? Quand ? » ?»« Demain à l'aube, au ruisseau de l'Aigle, à environ 5 milles à l'est d'ici. » Le marchand lui lança un regard complice. « Je lui ai dit que je passerais le message, rien de plus. » Cette nuit-là, Clara prépara un petit baluchon de vivres et écrivit une lettre à Madame Toussaint, expliquant ce qu'elle osait révéler. Avant les premières lueurs du jour, elle emprunta un cheval à l'écurie et chevaucha vers le ruisseau de l'Aigle, son cœur martelant sa poitrine au rythme des sabots. Alors que le soleil franchissait l'horizon, elle l'aperçut, une silhouette solitaire à cheval, se découpant contre l'aube dorée. Vent d'Ouest. Il semblait inchangé, et pourtant plus vivant à ses yeux que dans ses souvenirs. Ils s'approchèrent lentement l'un de l'autre jusqu'à ce que leur monture soit flanc contre flanc. « Tu es venu ?» dit-il simplement. « Aviez-vous le moindre doute ?» demanda-t-elle. Un sourire rare courba ses lèvres. « Non, je t'ai porté dans mon cœur depuis le jour où nous nous sommes séparés. Je savais que tu viendrais. »« Comment m'avez-vous trouvé ?»« Je ne t'ai jamais perdu, » répondit Vent d'Ouest. Les miens surveillaient le fort, attendant le moment propice. Clara tendit la main, ses doigts effleurant les siens. Et est-ce le moment propice ? Vent d'Ouest prit sa main entièrement dans la sienne. Cela dépend de ce que tu choisis. Mon peuple a bougé loin vers l'ouest, vers des terres où les soldats s'aventurent rarement. Ce sera un voyage difficile et une vie plus dure encore. Plus dur que de vivre avec un cœur divisé ? Le défia Clara. J'ai fait mon choix, Vent d'Ouest. Je l'ai fait au moment où vous m'avez trouvée mourante sur la plaine. Il étudia son visage intensément. Tu laisserais tout derrière toi ? Ton peuple, tes coutumes ? J'emporterai ce qui a de la valeur et laisserai ce qui n'en a pas, répondit-elle avec honnêteté. Et en retour, je gagnerai un foyer, un peuple, un but. L'expression de Vent d'Ouest s'adoucit. Et gagnerais-tu un époux également ? Parmi mon peuple, c'est la femme qui choisit. Le cœur de Clara s'envola. Je vous choisis, Vent d'Ouest, depuis l'instant où vous m'avez porté en sécurité. Il tendit la main, touchant le pendentif à l'aigle qui pendait ouvertement à son cou. Fleur de Lune sera heureuse de te voir porter ceci.
Elle disait que l'aigle te guiderait vers nous. Alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, Clara et Vent d'Ouest chevauchèrent ensemble vers l'ouest, laissant derrière eux le monde qu'elle avait connu autrefois. Devant eux s'étendait l'incertitude, les épreuves et les préjugés des deux peuples. Mais devant eux se trouvait aussi l'amour, la liberté et une vie choisie plutôt qu'imposée. Clara Dumont s'était effondrée de faim sur la piste pour mieux renaître dans les bras d'un guerrier des plaines. Désormais, elle galopait vers son avenir, non plus comme une captive, mais comme une femme qui avait trouvé sa véritable maison sous les cieux infinis de la frontière.